Salut, ici Jean-Dominique Leduc. Aujourd'hui, pour cette capsule, j'ai le bonheur de recevoir Patrick Boutin-Gagné. Bonjour. Patrick, bonjour. Patrick qui est, je vais le dire, là, une machine de production. Patrick enchaîne les albums. On te doit, mon Dieu, on te doit plusieurs séries. On te doit La Bête du Lac, qui a été publiée chez Glénat Québec. C'est avec cette série-là que tu as véritablement fait tes débuts. Oui. En fait, pour être juste, pour être plus précis, La Bête du Lac, qui est un récit en 3 tomes, l'amorce de ce projet-là avait d'abord été publiée dans un collectif pour Hachette Canada. Oui, Contes et légendes du Québec. C'était un concours, je pense, en 2008 ou en 2009. Ouais. Et puis, il y avait eu un 6 pages qui s'appelait La Bête du Lac, avec le personnage principal, qui mourait à la fin. Mais M. Glénat avait aimé le 6 pages. Et puis, il nous avait demandé si c'était possible de faire une série, à moi, François. Donc, François, il a travaillé là-dessus, il a trouvé un frère jumeau à Ovid, puis bon, et voilà, c'est là que ça a commencé. Puis, on a signé ça a été imprimé chez Glénat Québec, mais aussi chez Vent d'Ouest. Oui, d'ailleurs, petite particularité, le titre est différent en France. Au début, ils l'ont vendu en France avec au nom de La Bête du Lac, si je me souviens bien. Puis après ça, ils ont vu que ça... Bon, ils pensaient que le titre n'était pas winner pour eux. Okay. Bref, ils ont décidé Mangeur d'âme. Pour probablement qu'ils ont trouvé que c'était plus... je sais pas, que ça avait plus de chances de vendre. Mais il y a juste en France où ça se fait comme ça. Écoute. Tu sais que les Français sont forts. Il y a certains films américains dont le titre est en anglais. Et le film, lorsqu'il paraît en Europe, il change le titre pour un autre titre en anglais. Ouais. Donc voilà, ça fait partie des mystères de la vie. Donc oui, on t'a découvert avec La Bête du Lac. Donc tu as réalisé l'album Brogonne. Tu as également animé les séries Héros du Peuple, Terence Trollet. Tu as fait aussi, tu as été illustrateur sur certains tomes de La Geste des Chevaliers Dragons. Oui. Mon Dieu, t'en as fait beaucoup, hein? Oui, ça... Non, j'ai... Vinland? Vinland, oui, Jacques Cartier. Cartier j'en ai fait pas mal. Puis à travers ça, j'ai fait quand même pas mal de storyboard aussi, là. Oui, parce que tu travailles aussi dans le milieu de l'animation comme... Storyboarder, oui. Storyboarder. Oui. Bien, depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'en ai pas refait parce que moi, je préfère faire de la BD comme tel. Mais le storyboard en même temps, c'est. Je me souviens de pas Terence Trollet, mais Thierry Labrosse, qui me disait la meilleure école pour apprendre à faire une des meilleures écoles pour apprendre à faire de la mise en scène en BD, c'est le storyboard. Parce que tu n'as pas besoin de faire un dessin fini. Il faut que tu t'attardes sur la composition puis le cadrage. Fait qu'avec ça en tête, quand on m'a offert des boulots de storyboarder, j'ai accepté là, parce que c'était. Je me dis en plus que c'est payé, tu sais. C'est une bonne école. Tu sais, Ben oui, et ce qui est particulier dans ton cas, c'est que tu n'es pas arrivé à la bande dessinée très tôt dans ta vie. Non. Tu as eu une carrière dans l'aéronautique? Je travaillais en aéronautique pendant 6 ans, de 1996 à 2002. Après ça, j'ai fait plein de petits boulots en construction, comme garagiste, mécanique, plein de trucs, de la livraison, etc. Puis de 2007 à 2010, j'ai travaillé dans une imprimerie, l'imprimerie Mirabel. Oui. Puis, mais pas en dessin, je conduisais le chariot élévateur. Ah oui, hein? Ouais, T'es un conducteur de chariot élévateur? Oui, non, j'ai fait... Moi aussi. On se fait une compète. C'est rare, ça, des collègues conducteurs de chariot élévateur. Tu vois, je t'aime encore plus. Fait que j'aurais dû dire un chauffeur de lift, t'aurais plus reconnu. Puis en 2010, Journal de Montréal, les trucs se sont réglés avec eux autres. Puis pour il y avait un lock-out, il y avait des grèves, ça faisait un petit bout de temps. Puis là, je tombais sur un poste un peu spécial. J'avais 2 jeunes enfants, c'était compliqué, tout ça. Puis j'avais 2 contrats de signés. J'avais le contrat de La Bête du Lac qui était signé, puis j'avais le contrat de Brogan qui était signé. Mais je travaillais encore, puis j'avais aucune idée quand est-ce que j'allais faire ça. Pour plusieurs raisons. Premièrement, j'avais pas 20 ans, j'avais 40 ans en 2010. J'avais jamais été travailleur autonome. Parce que faire de la BD, en tout cas dans mon cas, c'est être travailleur autonome. Puis déjà, juste le fait de devenir travailleur autonome, c'est quelque chose. Là. Ah oui. Et j'allais faire de la BD que j'ai jamais fait. J'avais fait 6 pages pour le concours là, de La Bête du Lac chez Hachette, mais j'avais pratiquement jamais fait beaucoup de pages. Mais comment t'en es arrivé à la bande dessinée? Comment on passe de tous ces métiers-là à tout à coup s'asseoir à une table à dessin ou dans ton cas à un ordinateur et devenir auteur de bande dessinée? C'est l'ordinateur qui fait tout. Ah oui, hein? Moi, quand j'étais jeune, je voulais...
je voulais dessiner, mais alors, dans ce temps-là, je pouvais même pas imaginer que ça allait être un métier plus tard. T'sais. Puis là, quand il est arrivé le temps de choisir où j'allais aller étudier au cégep, moi, je voulais aller en graphisme, mais je suis daltonien. Fait que là, tous les orienteurs me disaient « Ah, ce serait pas un bien bon move parce que tu as un folio à préparer, des couleurs, tu vois pas tes couleurs, rien, tu n'auras pas beaucoup d'avenir là-dedans. » Écoute, personne ne connaissait rien là-dedans non plus. Là, aujourd'hui, sur Internet, tu trouves en 3 secondes tout ce que le métier peut comporter, ou presque, là, mais dans ce temps-là, c'était un peu compliqué. Bref, je suis allé étudier en autre chose, je suis allé étudier en foresterie, puis j'ai détesté travailler dans le bois. Mais moi, je venais de Mont-Laurier, travailler dans le bois, c'était normal. Là, ouais. J'ai détesté ça. Après ça, en aéronautique, j'ai étudié. J'ai même pas eu le temps de finir mon cours que Bell ouvrait des... Je suis rentré chez Bellicopter pendant 6 ans. Puis, mais parallèlement à ça, je dessinais tout le temps. Puis, moi, je dirais, dans mon cas à moi, on m'a toujours dit le dessin, c'est des arts. Ça s'apprend pas. C'est inné, c'est de l'instinct, blablabla. Bon, je dis OK. Mais en 2000, à peu près en 2000, j'ai dit je vais m'acheter des bouquins pour apprendre à dessiner. T'sais. Probablement que... Puis moi, j'ai appris à dessiner un peu comme on apprend des maths, de la physique, de la bio. J'ai étudié, puis j'ai appliqué. J'ai étudié, j'ai appliqué, puis j'ai regardé des BD, beaucoup de comic books aussi. J'étais un gros conservateur de comic books. Je regardais les méthodes de travail, tout ça. Puis sans copier, j'essaie de comprendre pourquoi tel cas s'est fait comme ça. Puis, premièrement, j'ai essayé de trouver des dessinateurs que je trouvais qui étaient dynamiques dans leur façon de raconter des histoires. Fait que j'ai toujours pratiqué, tout le temps pratiqué. Puis quand il est arrivé le concours, c'est bizarre parce que quand il est arrivé le concours, c'est Lapierre qui m'avait appelé, François Lapierre, puis il me dit « Ah, le concours. » Mais là, j'étais un peu désillusionné. Je me disais « Jamais je vais travailler là-dedans. J'arrive à 40 ans, j'ai 2 jeunes enfants. Non, je vais travailler en usine toute ma vie, puis il n'y a rien de mal là-dedans. C'était bien correct. Tu sais, jamais ça et tout. » Bon, j'ai fait le concours, puis bon, après ça, bien là, tout a chamboulé. J'ai pas eu grand pause depuis 2010. Puis, c'est tant mieux, là, je me plains pas, je suis bien content. Bien, en fait, ta manière d'apprendre, ton école, tu l'as expliqué, et le fait de faire du storyboard aussi, ça t'a vraiment apporté une technique solide. Parce que dans ton travail, Patrick, au niveau de la lisibilité, c'est toujours limpide. Dès le premier album, dans le collectif, le concours Contes et légendes. Contes et légendes du Québec. Du Québec. Qui sont tes premiers travaux publiés. Je veux dire, déjà là, c'était impeccable. Ah, ben merci. Moi, je me souviens quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, mais c'est qui? Bon, François Lapierre, je savais c'était qui, évidemment. C'est qui ce gars-là? Il sort d'où? Parce que là, tout à coup, il n'y a pas d'erreur ou de maladresse de jeunesse, en tout cas pas de mon œil à moi, là, de lecteur. Et je pense que tu as eu une très bonne école parce que ça te permet d'enchaîner les projets. Et il y a toujours, non seulement c'est constant ton travail, Patrick, mais je trouve que d'album en album, il y a toujours un... Je t'imagine, tu sais, quand on s'entraîne, on essaie toujours de pousser la limite un peu plus. Tu sais, on est au gym, puis on fait 17 minutes, je vais essayer de faire 18, je vais essayer de faire 19. Et c'est ce que je sens dans ton travail. Oui, parce que je veux pas retourner sur le marché du travail normal. Pas qu'il n'y a rien de mal là-dedans, là, c'est pas péjoratif ce que je dis. Mais tu es heureux dans ce que tu fais. Moi, je suis parfaitement heureux parce que, je travaille tout seul et j'adore travailler tout seul. Okay, je suis à la maison tout le temps tout seul dans le jour. Les enfants sont à l'école, ma femme travaille à l'extérieur, elle est infirmière. Moi, je suis à la maison, c'est là que pour moi, c'est l'idéal de travailler tout seul. Je travaille de ma passion. Déjà là, c'est quelque chose qui est wow. J'étais kid, j'écoutais Goldorak, aujourd'hui, je travaille, je dessine. C'est sûr que des fois, il y a des pages ou des trucs, tu aimes moins dessiner, moins faire. Puis quand ça m'arrive, là, puis là, je chaîne mon nez, t'es ben nono, tais-toi, fais-les, puis c'est tout. T'as pas à... Tu sais, je me plains pas. Je me plains pas de mon travail, loin de là, tu sais. Fait que, au sûr qu'il y a des moments où c'est plus dur, je me disais, hey, tu pourrais être en train de piler de la planche d'un moulin à scie, tu sais. Ouais. Encore là, il n'y a rien de mal là-dedans, mais je veux dire, je me maganerais solide, là, puis tout ça. Là, je suis à la maison, puis je suis payé pour apprendre à dessiner. Ferme-toi, puis fais-les, là. Puis parce que c'est vrai, à chaque BD que tu fais, c'est un peu comme tu disais, théoriquement, tu es supposé t'améliorer de page en page, puis tu es payé pour le faire. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est comme si tu étais payé pour aller étudier à l'université quand tu as le goût d'apprendre. Mais là, c'est ça qui arrive. J'ai travaillé tout le temps dans des jobs normaux où c'était tout le temps l'ancienneté qui décidait si tu gardais ta job, s'il y avait un lay-off. Puis en BD, je n'ai pas l'impression que c'est l'ancienneté du tout. C'est s'il y a l'impression que ce que tu fais, ça peut vendre,
quand même, ça fait 5 ans que tu en fais, puis l'autre, ça fait 20, mais c'est toi qui vas prendre. C'est un couteau à 2 tranchants, mais en même temps, moi, je suis plus à l'aise là-dedans. Combien de jobs j'ai perdu parce que je savais que j'étais peut-être plus compétent que lui, mais j'étais moins ancien. Je suis pas capable. C'est plus démocratique, en quelque part. Ben, moi, ça m'adonne mieux. C'est pas que je suis contre ça, la méthode, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je dirais que 80... Ben, en fait, depuis La Bête du Lac, tes albums ont principalement été publiés par des éditeurs européens, donc des éditeurs étrangers. Ce qui, te permet d'en vivre parce que les ventes sont... Les éditeurs européens versus les éditeurs québécois, bien évidemment, ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas le même marché du tout. Et donc, ça implique que comme tu fais plusieurs séries, il faut que tu produises. Est-ce que des fois, tu sens justement une espèce de stress ou une anxiété par rapport à ça, par rapport au fait de livrer dans les temps? Non. Non, pas du tout. Le seul stress que j'ai des fois, parce que, ben, comme je te disais, c'est pas l'ancienneté qui définit, c'est qu'à chaque fois que j'arrive à une fin d'album, c'est pas arrivé souvent, mais puis que, je sais pas, il reste 1 mois avant la fin de l'album, j'ai pas rien de signé, là, je suis stressé. Là, je suis stressé un peu. Bon, là, je me dis, bon, est-ce que je commence à en reperdre? Ils veulent peut-être pas travailler avec moi parce que si là, tu trouves plein de trucs puis tout ça. Fait que là, Ça, c'est la vie de pigiste, hein? Ça, c'est la vie de pigiste puis de travailleur autonome. Fait que, tu sais... Puis des fois, souvent, c'était pas vrai parce que ça a donné que c'était un mauvais moment. Puis là, paf, là, au contraire, 3 semaines avant, tu as 3 offres. T'sais. Parce que c'est rare que j'ai demandé du travail. Pour La Bête du Lac, c'était eux autres qui nous avaient approchés. Ben oui. Brogan, ben là, c'était Tristan Rouleau, bon, c'était Soleil. Puis Soleil m'a approché pour La Geste. Après ça, je me suis fait approcher pour Vinelaine puis Jacques Cartier. C'est assez rare que j'ai un sarcophage, c'est eux autres qui m'ont approché, Serge Letendre puis Dracou. Fait que j'ai été, jusqu'à date, honnêtement, j'ai été bien chanceux. Là. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on me dit souvent, t'es rapide. Il y en a des plus rapides que moi. Dans le monde du comic book, c'est hyper plus rapide que moi. Oui, c'est un mode de production haute. Là. Dans ce qui se fait en France, je suis considéré comme pas pire, je roule bien. Fait que ça, c'est peut-être ça qui m'amène du travail. Là. Puis le fait aussi, comme je te dis, je l'étudie le dessin, puis j'essaie d'améliorer des trucs tout le temps. Là. Et moi, je sens le lecteur. Quand je lis tes albums, je sens le lecteur passionné de bande dessinée. Évidemment, je vois, avant même de te rencontrer, je me suis dit, ce gars-là, il a lu Hellboy de Mike Mignola. C'est sûr et certain. C'est un gars qui a lu du super-héros et qui doit continuer d'en lire, assurément. Est-ce qu'une carrière aux États-Unis, évidemment, l'industrie est complètement différente, le mode de production, c'est des livraisons mensuelles, mais est-ce que tu aurais envie d'aller travailler pour les Américains? Parce que graphiquement, ton approche, tu pourrais connaître un immense succès, là. Bien, ça, c'est peut-être, je ne sais pas, ça sera en l'essayant qu'on le saurait. C'est sûr qu'il y a souvent un peu moins de cases par page. Le format est plus petit, donc c'est un peu comme tu disais tantôt, la quantité de détails, c'est pas la même approche pour un franco-belge puis un format comic book. Faudrait que je l'essaie. Comme tel, ça ne m'effraierait pas. Pour le moment, ça ne m'effraie pas. C'est pas je pense que je serais capable de soutenir le rythme de production du 22 pages par mois. Puis en plus, tant que pas, tu fais rien que le crayonné. Bien, c'est déjà pas mal, mais tu n'as pas l'ancrage, tu n'as pas de lettrage, tu n'as pas... Oui, c'est un travail plus d'équipe. Ben, c'est plus un travail à la chaîne. Exactement. Ouais. Fait que non, je pense que ça marcherait bien. Puis c'est vrai que mon style de dessin, des fois, le trait carré, tout ça, peut-être qu'aux États-Unis, ouais, ça serait... Au niveau, ton travail, la perspective... Pour moi, ça, c'est toujours un enjeu majeur, la perspective. Et il y a des artistes qui ont beaucoup de mal avec ça. Chez vous, la perspective, tout de suite, c'est clair. Ça me fait penser à Yannick Paquette. Quand on regarde un album de Yannick Paquette qui fait du Wonder Woman, qui fait du Batman, tout ça, il y a une grande maîtrise de la perspective, ce qui fait que tout à coup, tu entres dans un album de Yannick Paquette, puis je veux dire, il n'y a aucun souci au niveau de la lisibilité. Non, ça suit très bien. Pour moi, ton travail, c'est exactement de la même trempe. Donc, là, je vais te poser une super question. Si tu avais à travailler sur un personnage... Conan. Ah, je le savais. Conan, parce que j'ai rasé de travailler sur le Conan qu'il avait fait chez Glénat. Ben ça n'a pas fonctionné. J'avais fait des pages tests avec Olivier Vettine. Puis, l'éditeur, ça a été compliqué, puis tout ça. En fin de compte,
on n'a pas continué le truc. Puis il restait un titre. Puis c'était pas le plus fascinant à faire. Je me souviens plus du titre, là, mais moi, j'avais le goût de le faire. Tout ça, puis ça n'avait pas fonctionné. Mais mon but, c'est Conan. Là, il est chez Marvel. Là. Oui. Fait que mon but, c'est là. Là, moi, j'envoie souvent des pages par courriel à un chasseur de tête chez Marvel. Là. OK. J'ai fait un test, tout ça, mais des fois, c'est long avant qu'il te rappelle. T'sais, la première fois qu'il m'avait répondu, ça avait pris, je pense, 4 mois avant qu'il m'envoie des samples. Ah, désolé, ben, en même temps, je peux comprendre. Puis, honnêtement, je manque pas de travail. Là, fait que, fait que j'ai fait les 5 pages, je les ai envoyées, puis j'ai attendu une nouvelle, puis il me demande d'envoyer des pages quand t'en fais, puis des trucs comme ça. Je tente le terrain, mais ça veut pas dire que j'irai là, assurément. Travailler en France, moi, je m'attendais pas à travailler en France. Si jamais je faisais de la BD ou du comique, je m'attendais pas à la France, je m'attendais aux États-Unis. Ouais. Puis c'est la France qui est arrivée, puis ça va super bien. Quand tu as la chance de travailler avec des gens comme Olivier Vatine, Serge Letendre, puis François Lapierre aussi, là, puis Tristan Rouleau, en tout cas, toute la gang, dans le fond, là, c'est quelque chose. Là, et j'ai aucune idée. Je sais c'est quoi le travail aux États-Unis, dans le sens, le final, tu vois le comique, tout ça, mais tout ce qui se passe derrière, puis ça, tu peux avoir une idée, probablement la méthode de travail est quand même assez semblable. Tu fais des pages, mes anciens, tout ça, mais c'est-tu pareil? L'ambiance va-tu être pareille? J'entends des trucs qui me disent que oui, mais je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas encore. J'ai aucune idée. C'est sûr que la collaboration entre travailler ici au Québec ou en Europe, collaborer avec un scénariste, c'est beaucoup plus accessible, même si c'est une industrie en France, alors qu'aux États-Unis, là, c'est vraiment une usine. Oui. Et donc, les éditeurs s'occupent de familles, de personnages, et c'est vraiment comme un peu, sans dire que ça n'a pas d'âme, c'est pas ça du tout, mais on est plus près du travail d'usine, dans le sens où il faut être productif coûte que coûte. C'est peut-être pour ça que ça me fait moins peur, parce que je n'ai tout le temps fait du travail d'usine. Là. Moi, l'affaire de la BD, c'est une job dure. À la fin de journée, je suis fatigué parce qu'il faut que tu penses tout le temps. C'est pas dur physiquement, là, des fois un peu pour le dos, là, mais c'est pas dur physiquement, mais il faut que tu réfléchisses tout le temps. Quand je travaillais en aéronautique, c'est des hélicoptères puis ça vole. Je pensais beaucoup moins que je pense là. T'as tout, tu sais, je veux dire, c'était un travail qui était vraiment précis et tout ça, mais c'était facile. Oui, mais attends, là, parce que, je veux dire, en aéronautique, j'imagine qu'une des préoccupations, c'est la sécurité des futurs usagers. Rien que ça, c'est tous les dessins, tout ce que tu as besoin pour travailler, tu l'as, c'est juste de l'appliquer puis d'être un peu précis. Tandis qu'en bande dessinée, oui, tu as eu beau avoir des... Il va tout le temps arriver des cases où qu'est-ce que je fais là? Il faut que ça fitte avec les autres cases, il faut que ça ait une composition et dans ta case, et il faut que ça fitte avec la composition de la page, et il faut que ça fitte avec la composition de la page d'à côté. Fait que ça, des fois, c'est tricky. Là. Des fois, tu te rends compte que c'est... En tout cas, moi, je trouve, là, là, tu te creuses la tête solide. Tu as toujours travaillé avec des scénaristes. Est-ce qu'un jour, tu serais tenté de réaliser un album en solo? Oui. J'attends d'être bon en écriture. Tout le monde est capable d'écrire, mais de bien écrire, tu sais, d'être... Moi, je suis convaincu que c'est plus dur d'être un scénariste intéressant qu'un dessinateur intéressant. Pourquoi? Un dessinateur intéressant, tu le vois tout de suite. Tu sais, je veux dire, tu regardes le dessin, tu vas le voir beaucoup plus rapidement si c'est bon ou pas bon. Tandis qu'un scénario, il faut quasiment que tu te le tapes au complet, parce que des fois, le début va te paraître un peu plate, puis oups, c'est ça que ça prenait parce que la fin était... Puis apprendre à bien écrire, je pense, pour avoir un style en écriture, moi, je pense que c'est plus dur. Mais en même temps, le dessin, c'est de l'écriture. Oui, mais elle est visuelle, tu la vois tout de suite. Je veux dire, comment je pourrais dire? Tu sais, ta première case, ou peu importe le dessin, comment je te dirais bien ça? Tu changeras pas. Parce qu'en fait, l'écriture, là, le défi, c'est quoi? C'est de trouver la bonne idée ou c'est l'idée, c'est pas un problème, puis à ce moment-là, c'est vraiment de scénariser et de dialoguer. Qu'est-ce qui, pour toi, te semble le plus complexe? Bien, tout, là. Ouais. Mais je pense que ce qui est le plus complexe, c'est les dialogues. Parce que si tu regardes, mettons, moi, je connais rien. Tu sais, je veux dire, je suis assez néophyte dans la scénarisation, tout ça, mais si je regarde des films comme, mettons, Twister de Steven Spielberg, l'histoire est comme bien ordinaire, tu sais. Ouais. Mais ce qui était intéressant, souvent, c'est la dynamique entre les personnages puis de la façon de réagir. Tu sais, moi, je me souviens, une année, ils sont tous assis à une table, puis ils déjeunent avec des patates pilées, puis tout ça. Puis il y avait quelque chose là-dedans que moi, je trouvais, waouh, intéressant, tu sais, mais... Puis peut-être que c'était juste moi, peut-être que personne n'aimait ça. Là. Mais
des fois, le sujet peut être basic, pas vraiment wow, là, mais la façon de raconter l'histoire, souvent les dialogues, là, ça va être ça. Puis c'est ce qui m'impressionne notamment chez François Lapierre. Ces dialogues. Quand il m'envoie des dialogues, ces histoires, moi, je les trouve bonnes, puis tout ça. Mais ces dialogues, ça vient me chercher, là, c'est fou. Je trouve ça subtil. Quand ça devient un petit peu trop dramatique, il rebaisse ça un petit peu pour mettre... Tu sais, il est cyclique, il joue avec ça pour pas être trop dramatique, trop drôle, tout ça. Puis je vois pas comment je pourrais réussir à atteindre ce genre de talent-là. En même temps, tu travailles avec des bons et des grands scénaristes. Sans t'en rendre compte, tu es à l'école aussi. Ouais. Tu apprends. Comme tu as appris quand tu as ouvert tes bouquins et que tu t'es dit, bon, ben moi, je veux apprendre à dessiner. Donc en même temps, l'école se poursuit. Puis je pense, sans me tromper, affirmer qu'on apprend beaucoup au contact des autres. On apprend beaucoup, mais en même temps, écrire, il faut que tu sois tout le temps, si je me fie à ce que la plupart des scénaristes me disent, faut que Tristan, par exemple, il me disait, l'idéal, c'est quand il n'y a aucun son, même pas de musique, là, rien. Ouais. Là, j'écris, je suis dans ma bulle. Là, c'est tous les bons ingrédients pour venir à bout, d'avoir le plus de chances de bien écrire. Moi, en dessiner, quand même qu'il y a du bruit, de la musique, tout ça, je peux dessiner. Là. C'est que c'est pas le même endroit dans le cerveau. C'est pas les mêmes aptitudes qui sont sollicitées. Exact. Tu parlais de François Lapierre, évidemment, vous avez collaboré ensemble sur La Bête du Lac. Allez-vous refaire un projet ensemble? Bien, moi, j'aimerais ça. François aussi. C'est le temps. François, il est extrêmement bon pour faire des scénarios pour écrire, mais ça prend du temps. Ouais. Écrire un bon scénario, tout ça. Il est beaucoup occupé au niveau des couleurs. C'est un coloriste qui est très prisé en France. Oui. Il a écrit des romans, comment ça s'appelait, Le Guerrier Fantôme. Il a ses projets à lui. Lui, il aimerait ça faire ses albums complets à lui. Il a une vie de famille aussi à vivre, tout ça. On a tous des impératifs. C'est sûr que j'aimerais ça, c'est de trouver le bon temps. C'est sûr que plus on avance dans le temps, moins qu'il en reste, mais en même temps, plus qu'on a de contacts. Je veux dire, là, lui, sa liste de contacts avec qui il a travaillé, les éditeurs avec qui il a travaillé, puis les miens, bien, je pense qu'on a tous les éditeurs en France, ou presque. Là, fait que, pour présenter en même temps, quand je présente un projet, j'ai plus besoin de présenter 5 pages ancrées absolument. J'ai 14 albums de sortie. Il ouvre un où j'envoie 2-3 pages ancrées qui ressemblent un peu à ça, puis il le voit. Fait que souvent, à 2 pages ou 3 pages, à cette heure, c'est suffisant, là, en général. Tu es très actif aussi au niveau du dessin. Par exemple, sur ton site web, on peut suivre là, tes expérimentations. Là, tu te fais plaisir. Là, tu dessines Hellboy, tu dessines différents personnages. Moi, je t'avoue, bien honnêtement, là, vraiment, je dis ça, je dis rien. Là, mais tu devrais envoyer un portfolio à Mike Mignola. Tu ferais du BPRD, tu ferais du Hellboy and BPRD de même. Je suis convaincu. J'ai son courriel à Mike Mignola. Je peux te remettre ça à la fin de l'entrevue si tu veux. Mais moi, je te verrais vraiment là. Ah ouais. Parce que dans ton travail, tu es beaucoup dans le genre. Donc, tu es dans la mythologie, tu es dans le folklore, tu es dans la science-fiction. Il y a toujours du mouvement chez vous. On s'ennuie jamais dans un album de Patrick Boutin-Gagné. Jamais. On est toujours, dès la première case, on est aspiré dans cette espèce de vortex-là. J'imagine que les scénaristes viennent te chercher aussi pour ça. Ben oui. Ben, là, la bande dessinée sur laquelle je travaille, c'est Samouraï, c'est Soleil qui m'a contacté, puis c'est je connaissais pas le scénariste, c'est Di Giorgio. Oui. C'est lui qui a appelé Soleil qui me contacte pour faire une page test. Ça, c'était la première fois que ça arrivait, là. Fait que ça, oui, ça te flatte, c'est le fun. Au moins, tu sais que ton nom circule puis que les gens te voient. Arleston, à la fin d'un contrat, un je savais qu'il a parti de sa maison d'édition, j'ai envoyé un courriel, je dis bonjour, je m'appelle, je ne sais pas si tu me connais. Puis il me connaissait, il avait vu, puis j'ai fait une page test pour troller, puis il m'a mergé avec Le Tendre, puis Serge Le Tendre, c'est-tu facile de travailler avec lui? Tu reçois ses pages, puis ses pages de scénario, puis le dessin est là quasiment. Je veux dire, dans le sens, c'est tellement épuré et bien expliqué ce qu'il y a à faire. Tu peux pas comprendre un scénario de Le Tendre. Là. Il te l'envoie, c'est de la perfection. En même temps, tu sais, travailler un scénario, illustrer un scénario de Le Tendre, est-ce que c'est intimidant? Est-ce que c'est stressant ou au contraire, c'est grisant?
Bon, au début, c'était pas intimidant pour le Tente, c'était intimidant pour Ellaston. Il est éditeur. Ouais. Fait que là, je me disais, hey, je vais me faire des corrections. Je vais être obligé de faire des corrections à chaque case, ça va être l'enfer. Mais je dis, c'est 2 gros noms, fait que ça aide tout le temps. Tout ça. Pas du tout. Puis Serge Le Tente, je me dis, bon, souvent, moi, j'ajoute des cases. OK. Avec Ange sur la Geste des Chevaliers Dragons, la première fois que j'ai travaillé avec eux autres, les 2 premières pages. Anne, parce que Ange, c'est un duo, Anne et Gérard, les 2 Anne était ouverte à ce que j'ajoute des cases. Gérard, au début, il dit non, on ne peut pas faire ça. Puis il dit, après 5 pages, on s'était rencontrés live. Puis il dit, hey, je me suis aperçu que ça marchait. Il dit, honnêtement, ça me froissait l'ego, là, mais c'était correct. Il dit, puis avec, je changeais tout le temps le nombre de cases. Hey, écoute, des fois, je recevais des pages, la geste, il y avait, mettons, 8 cases, je finissais à 13. Oui, bien, d'ailleurs, ça, c'est assez impressionnant. En plus, souvent, tes planches sont très, très copieuses. Et encore là, au niveau de la visibilité, c'est comme ça passe. Ça ne te donne pas le vertige, ça, parce que... Non. Bizarrement, puis vois-tu, je viens d'envoyer des pages tests à Anne Guéraud pour un autre projet, puis il y a énormément de dialogue dans la page, énormément. Okay. Moi, j'adore ça. Je sais pas pourquoi, moi, je trouve que c'est là que ça va le mieux de faire des pages. Ah bon? Bien, je sais pas pourquoi. C'est ça qu'elle me dit, elle dit, c'est impressionnant comment tu réussis à tout rentrer ça, puis en même temps, c'est lisible. Moi, si j'avais tout le temps plein de dialogues, François m'en mettait des dialogues, puis moi, honnêtement, j'aime mieux ça. OK. Je sais pas pourquoi. On dirait que ça se compose mieux. J'ai aucune idée pourquoi. Il y en a qui vont dire parce que j'ai moins de trucs à dessiner, mais quand tu es sur les... De toute façon, sur l'écran, tu dessines tout. En arrière des cases, en arrière des bulles, il y a du dessin. Ben oui. Fait que, mais je sais pas. Moi, aussitôt qu'il y a beaucoup de dialogues, je suis à l'aise. Peut-être parce que un des gros défauts que j'ai en dessin, c'est que j'aime dessiner petit. Ça, je me le fais reprocher de temps en temps, puis c'est vrai. J'aime ça dessiner petit. Puis même si je jette sur papier, je le ferais aussi, d'après moi. Parce qu'avec la synthique, c'est pas une synthique que j'ai, mais c'est tout pareil. C'est l'erreur la plus courante au début, c'est de trop zoomer. Oui. Bien ça, Yannick Paquette m'avait expliqué que quand on travaille avec un logiciel comme ça, on peut se perdre dans les détails et dans le décor parce qu'on a la possibilité d'agrandir puis de retoucher. Donc, j'imagine qu'il y a la tentation, il faut se retenir aussi à un moment donné avec ça. Je me retiens. Jamais 30 j'arrête. Mettons, jamais je dépasse 30 Tu es un habitué du festival de Prévost. Oui. Je pense même que tu as un lien particulier avec le festival parce que, c'est pas officiel, mais tu accueilles les gens chez toi durant le festival, en soirée. Et ça, c'est toujours un moment, semble-t-il, très apprécié. Qu'est-ce que représente le festival Prévost pour toi? Moi, ce que j'adore du Festival Prévost, c'est que je trouve qu'au Québec, c'est ce qui se rapproche le plus d'un genre de festival en France. Ouais. Tu es hyper bien reçu, mais ça, bien reçu. Tous les gens qui travaillent là, c'est souvent j'oublie le terme, des bénévoles qui sont là. C'est pas mal tout le temps les mêmes, c'est des familles, même ça. Souvent, tu as des jeunes enfants. Aussitôt que ton café il est à moitié, ils viennent te voir, voulez-vous un autre café? Monsieur, tout le temps, tu manques jamais de rien. Jamais. Puis tu rencontres tes pairs aussi, c'est super intéressant. Le samedi soir, c'est festif à l'auberge parce que là, tu as toute ta gang, les autres dessinateurs qui sont là. Le vendredi, chez nous, on fait ça depuis peut-être 2 ou 3 ans. On se voit des gens à la maison, puis hamburger, hot dog, piscine, puis on jase. Puis c'est un truc qui est festif, puis en même temps, je trouve qu'à Prévost, t'es comme... Ça paraît qu'ils sont contents que tu sois là. Et ça paraît, comme festivalier, quand j'y vais, on sent le bonheur que vous avez à être là. Il y a quelque chose qui ressort de cet événement-là que moi, je ne vois pas ailleurs, puis je ne veux pas porter atteinte aux autres événements. Non, c'est pas le but. Mais il y a quelque chose il y a quelque chose du cœur, il y a quelque chose qui nous atteint directement. Et même nous, comme festivaliers, quand on y va, on est bien accueillis comme ça. C'est juste que nous, ils ne nous remplissent pas le café. Là. Non, mais ça, garde ça pour la crème. Là. Écoute, Patrick Boutin-Gagné, merci beaucoup de ce brin de jasette-là. C'est vraiment un énorme plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi. Et pour tes nombreux projets à venir, dont peut-être Hellboy et PPRD, sait-on jamais. Conan. Écoute, je te souhaite un grand succès. Merci beaucoup.